Bon, on va peut-être tranquillement commencer. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être là à nouveau pour cette nouvelle session de l'Académie des IDE. Je pense qu'on peut en profiter pour se souhaiter les bons vœux Oui, pour cette nouvelle année qui commence. Voilà, des vœux de bonne santé en bon professionnel et puis oui. des vœux de bien profiter de la vie, même si ce n'est pas tous les jours facile. Et puis des vœux pour apprendre des tas de nouvelles choses, puisqu'on est là pour ça ce soir, comme à chaque fois qu'on se rencontre. Donc, ce soir, on va laisser la parole à Mélanie Ravon et à Françoise Pérez pour la stérilisation et les instruments, qui est vraiment un sujet central du bloc opératoire. Donc là, on est vraiment dans le noyau du réacteur ou le cœur du poulet, en fonction de ses aspirations. Donc, on va vous laisser la parole et puis c'est parti, on vous écoute. Merci. Bah oui, donc meilleurs vœux à tous pour commencer. Donc, si jamais vous ne m'entendez pas ou s'il y a une coupure, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a besoin que je répète ou si jamais ça passe mal. Donc, comme l'a dit le docteur Ravelot, on est là pour parler de la stérilisation des instruments chirurgicaux. Et pour faire un petit peu le déroulé de la séance, on va parler vite fait des grands principes de la stérilisation. Qu'est-ce que ça veut dire être stérile? Ensuite, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec l'après-désinfection et le nettoyage des instruments en laveur désinfecteur notamment. On parlera du conditionnement, du passage en autoclave, qu'est-ce que c'est qu'un cycle de stérilisation, du stockage du matériel dans un arsenal stérile, des instruments chirurgicaux rapidement, le cas des ATNC parce que ça nous concerne aussi à la clinique et que c'est très particulier, et donc à la fin un QCM comme à chaque fois apparemment, comme à chaque session. Donc pour commencer, les grands principes, donc j'avais juste remarqué la définition de stérile, donc qui est l'état d'un produit exempt de micro-organismes viables. Et on ne peut être considéré stérile que si on est emballé, puisqu'en fait l'emballage va être garant de l'état stérile. C'est donc pour ça qu'on sort de l'autoclave des dispositifs médicaux qui sont toujours emballés. Comme en établissement de santé et dans un service de sté en établissement de santé, on ne peut pas faire de contrôle de produits finis. C'est-à-dire qu'on ne va pas rouvrir un emballage pour vérifier que c'est stérile, on ne fait pas de test de produits finis. On va parler d'objectifs de probabilité. Et donc, en fait, on se met un niveau d'assurance de la stérilité. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une probabilité d'être non stérile qui est inférieure à 1 million. C'est ça, le 10 puissance moins 6 qui est affiché. Donc, en fait, on garantit que la probabilité d'être non stérile est inférieure à 1 million, c'est-à-dire très proche de 0. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle en stérilisation d'assurance qualité. Et je voulais insister un peu sur ce point en introduction, parce que tout ça, ça passe par l'application de procédés de production validés, que ce soit au niveau des locaux, que ce soit le conditionnement ou l'arsenal, on en reparle un petit peu après, mais on est sur des environnements qui sont contrôlés, avec des traitements d'air, de la surpression, etc. Les équipements, ils sont maintenus, il y a des contrôles réglementaires, il y a des requalifications. Le personnel, ils ont des formations spécifiques, etc. Les méthodes, etc. Tout ça, c'est un process qui est validé. On ne fait pas n'importe quoi. Et on a une traçabilité obligatoire assez importante qui a pour objectif donc une conformité par rapport aux exigences réglementaires. Je n'ai pas trop insisté sur les numéros de décrets, de normes et d'instructions tout au long de la présentation parce que c'est assez lourd. Mais si vraiment vous voulez la liste de toutes les normes qui concernent l'AST, je peux la fournir. Mais voilà, tout ça pour insister sur le fait que c'est vraiment normé. Tout ce qu'on fait, on le fait parce qu'on doit respecter un certain nombre de consignes et de process qui sont définis. Donc voilà un petit peu pour l'introduction. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Pour rentrer directement dans le cœur du sujet, la pré-désinfection et le nettoyage des instruments, mais tout d'abord la pré-désinfection. Donc, on fait généralement une pré-désinfection par trempage des instruments. Donc, c'est ce qui est réalisé au sein même du bloc opératoire dans les bacs de pré-désinfection quand on met donc tout le matériel dans un bac. Le but premier, le but impératif d'une pré-désinfection, c'est d'éviter le séchage des souillures sur le matériel. En plus de ça, c'est aussi un premier traitement qui permet de commencer à diminuer la population de micro-organismes présents sur le matériel. Ça permet de protéger le personnel qui touche le matériel et ça facilite le nettoyage après ultérieur. Mais la première raison de mettre à tremper le matériel, c'est d'éviter le séchage des souillures. Tout ça parce qu'en fait, une fois que ça sèche,
En fait, c'est que les micro-organismes ont commencé à former un biofilm de protection. Et si on met un instrument souillé dans un laveur désinfecteur, il va ressortir, il sera tout aussi souillé. Et c'est beaucoup plus difficile de nettoyer un instrument qui est sec. Il va y avoir une action mécanique beaucoup plus importante pour essayer de casser le biofilm de protection pour pouvoir enlever la souillure. Ça fait perdre beaucoup de temps et des fois, on n'arrive même pas à récupérer le matériel. Je pense notamment aux corps creux, s'ils sont bouchés d'os. Si ça a séché, ça devient une galère sans nom à nettoyer. Donc, c'est vraiment ça. Il faut éviter le séchage des souillures. C'est pour ça qu'on fait la pré-désinfection au plus près de l'intervention, donc immédiatement après l'intervention, et que c'est donc à la charge du personnel du bloc opératoire en ce qui nous intéresse, mais sinon, c'est à la charge de l'utilisateur de l'instrument. Donc là, dans notre cas, le bloc opératoire. Donc, c'est pour ça que c'est fait directement en sortie de bloc. Les bonnes pratiques générales, donc c'est une immersion complète, j'insiste sur le complète, des dispositifs médicaux, hors moteur ou en tout cas tout ce qui a une connectique électrique, donc tous les types de moteurs, que ce soit les petites scies sagittales ou les grosses récipros, tout ça, ça se met dans un linge imbibé pour garder une humidité du moteur. On ne les met pas à tremper les moteurs parce qu'on fait une immersion dans les bacs de pré-désinfection. Et comme c'est électrique et électronique, ça ne supporte pas l'immersion, le produit est trop agressif. Ensuite, les DM doivent être ouverts et démontés, puisque donc, le but, c'est d'éviter des zones d'ombre. Donc forcément, si on ferme les robinets, le liquide de pré-désinfection ne peut pas passer à l'intérieur. Donc la pré-désinfection ne va pas être faite correctement. On pourrait très bien avoir un séchage des souillures à l'intérieur d'un dispositif qui n'est pas ouvert ou d'un dispositif qui n'est pas démonté. C'est pour ça que c'est très important de le faire. Et ça, c'est aussi bien aux chirurgiens ou aux instrumentistes de le faire lors de la fin de l'intervention pour aider les IDE qui, des fois, ne connaissent pas le matériel, savoir comment ça se démonte, etc. Évidemment, on isole les piquants, les coupants et les tranchants, déjà parce qu'ils s'évacuent donc ailleurs. Et puis, tout ce qui est oublié dans un bac met en danger le personnel de la C derrière qui, lui, met les mains dans un bac pour préparer pour récupérer et préparer ensuite le matériel pour le lavage. Ça, c'est très important aussi. On ne laisse pas tout ce qui est adhésif, papier et matière organique. On prend soin du matériel fragile, ça paraît évident, mais des fois on l'oublie. Je pense notamment au câble de lumière froide. Un câble de lumière froide, c'est de la fibre optique, c'est très fragile. Donc s'il y a des nœuds, si c'est emmêlé, etc., ça va casser les fibres et donc derrière, le câble il sera moins performant. Pareil pour les optiques, ça paraît évident, mais on ne les met pas dessous, on les met bien dans leur boîte, etc. Et on élimine par essuyage tout ce qui est produit antiseptique comme la bétadine parce que c'est souvent ce qui va être responsable de la corrosion des instruments chirurgicaux. On en reparle un petit peu après quand on parle des instruments, mais c'est important de l'enlever. Voilà, c'est pas juste une lubie quand on demande de faire attention à la bétadine. C'est une des premières causes de la corrosion des instruments chirurgicaux. Donc voilà, en gros, là je fais un récap de toutes les bonnes pratiques, mais c'est comme ça qu'on doit mettre à tremper le matériel. Sinon, c'est non conforme. Et une pré-désinfection non conforme doit être refaite. Donc, c'est une perte de temps que de remettre à tremper le matériel si ça n'a pas été bien fait dès le départ. Je vous ai mis quelques exemples, parce que des fois, c'est plus parlant qu'un beau discours, de ce qu'on ne veut pas voir quand ça arrive en stérilisation. Donc là, clairement, un bac qui est trop chargé, donc le matériel ne trempe pas. En plus, c'est complètement emmêlé. On voit ici que le câble de lumière froide, clairement, les fibres, elles ont pris cher à l'intérieur vu les nœuds qu'il y a. Et le shaver ne trempe pas, la bande non plus, etc. Ici, un autre exemple flagrant de matériel qui ne trempe pas et assez bien ensanglanté pour qu'on comprenne pourquoi il aurait dû être dans le liquide de pré-désinfection. À nouveau, un bac entortillé, c'est quelque chose qui est très fréquent où les câbles dépassent, sont trop emmêlés, ça abîme vraiment ça abîme vraiment le matériel. Là, un autre cas, donc là, le moteur, il n'était pas dans un linge imbibé. La pré-désinfection n'était pas faite et en plus, il n'était pas démonté. Donc là, les mandrins, en l'occurrence, ne sont pas démontés et ne trempent pas. Alors qu'un mandrin, c'est purement mécanique. Ça peut complètement tremper dans un bac. Donc là, tout ce qui est corps creux à l'intérieur du mandrin, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de pré-désinfection. Ça a dû bien sécher. Là, c'est un exemple de matière organique qui n'a pas été évacuée avant l'arrivée à la stérilisation. Et là, un autre cas, à l'inverse de tout à l'heure, là, ça trempe, mais ça n'aurait pas dû puisque c'est une scie sagittale, c'est un moteur. Et en plus, on voit bien que la lame, je ne sais pas si vous voyez ici, on voit bien qu'il y a la lame qui est encore montée sur la scie, donc un risque d'AES pour le personnel qui le prend en charge derrière. Voilà, ça c'était quelques petites photos. Mais bon, je pourrais malheureusement en avoir beaucoup plus et des petites fautes comme ça sur la pré-désinfection, des choses qui arrivent régulièrement. Et c'est important de comprendre que c'est d'abord à l'utilisateur de la faire correctement, donc vraiment aux IDE de bloc notamment.
et que de ce travail bien fait, démarre le travail de la stérilisation. Tout ce qui n'est pas correctement fait au bloc va devoir être refait derrière. Donc, c'est vrai que c'est important qu'elle soit faite dans les règles de l'art. Après la phase de pré-désinfection, vient la phase de nettoyage pur des instruments. Donc, à la clinique, on travaille avec des laveurs désinfecteurs. Donc, ce n'est pas forcément le cas de toutes les stérilisations. Certaines peuvent encore travailler avec du lavage manuel. C'est de moins en moins, en tout cas, ce n'est plus recommandé. Hein, le lavage en laveur est recommandé, mais il faut encore pouvoir le faire. L'avantage d'un laveur, c'est que c'est fiable et c'est reproductible. On contrôle les paramètres qu'il se passe dans un cycle de laveur désinfecteur, donc on sait qu'on nettoie bien et on sait ce qu'on y fait. Avant d'être mis en laveur, il faut savoir que tous les corps creux sont écouvillonnés. Un corps creux, c'est quoi? C'est toutes les terrières cannulées à travers lesquelles on peut passer des broches ou tout autre instrument. Ça, afin que ce soit bien lavé, c'est écouvillonné. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des brosses particulières qui s'appellent des écouvillons qui sont passées à travers tous ces corps creux. Ça prend un temps assez conséquent à faire, mais c'est important, sinon on pourrait avoir des résidus après lors d'une utilisation ultérieure. Le principe du lavage, c'est donc qu'on va éliminer les salissures par l'action physico-chimique d'un produit adapté. En l'occurrence, c'est un détergent, le produit, et c'est conjugué à une action mécanique. Pour le dire vulgairement, un laveur désinfecteur, c'est un très gros lave-vaisselle, beaucoup plus performant qu'un lave-vaisselle. Mais en gros, on retrouve cette action d'aspersion par les hélices à l'intérieur qui font cette action mécanique où on va asperger avec de l'eau un peu sous pression le matériel aussi pour nettoyer. L'avantage, c'est qu'avec un laveur désinfecteur, on peut enregistrer les paramètres critiques. Donc, c'est-à-dire qu'on va suivre exactement tout ce qui se passe sur un cycle de laveur et vérifier que tout est fait correctement. Le but étant d'obtenir un matériel propre et sec. Je vous ai mis, à titre indicatif, je ne vais pas m'attarder dessus, mais à quoi ressemble la tête d'un cycle de laveur désinfecteur, avec deux phases principales. La première étant ici, ce qu'on appelle le plateau de lavage. Donc, c'est vraiment la phase sur laquelle on va laver le matériel. On est grosso modo à 55 degrés Celsius environ, où c'est ici qu'on va envoyer le produit détergent, etc. Et ensuite, on va faire un premier rinçage et après, on va faire une montée en température. Et on trouve ici la deuxième phase importante d'un laveur désinfecteur qui permet de faire une désinfection thermique. Ici, on est sur une phase de désinfection. Cette phase, elle est très facile à faire dans un laveur désinfecteur, mais quand on fait un lavage manuel, on ne l'a pas. Parce qu'on ne nettoie pas à 90 degrés le matériel quand on fait que des lavages manuels. C'est pour ça que c'est de plus en plus recommandé de tout passer en laveur désinfecteur. Parce que cette phase de désinfection nous permet aussi de diminuer à nouveau le taux de micro-organismes présents sur les instruments. Et donc, on continue à faire baisser ce taux de micro-organismes. C'est ça qui est important. Donc, voilà les deux phases principales. Après, on a une phase de rinçage avec de l'eau. On utilise de l'eau osmosée. Donc de l'eau très pure, et après une phase de séchage pour que le matériel sorte bien sec. Grosso modo, en tout cas pour les laveurs installés sur la clinique du sport, les durées de cycle, c'est entre 55 minutes et 1h15. Donc c'est quand même un peu long. Voilà pour le lavage. Une fois que le matériel sort des laveurs désinfecteurs, il doit être donc propre et sec. Hein. Tout ce qui n'est pas propre repart en phase de lavage jusqu'à ce qu'il soit conforme. Et on arrive donc du coup en zone propre, en zone de conditionnement où on va pouvoir recomposer les boîtes et les conditionner. Là encore à la clinique, on a de la chance, on est complètement informatisé, donc la recomposition d'un ancillaire est aidée de logiciels informatiques où en fait on va avoir la photo et le listing du matériel, ce qui permet de recomposer la boîte. Une fois que ça c'est fait, on va le conditionner, donc c'est-à-dire qu'on va l'emballer. Tout ça, c'est fait dans une zone qui est surveillée. Donc, en conditionnement, on est en ISO 8. Donc, il y a un traitement d'air et avec une surpression par rapport aux zones sales d'à côté, notamment avec la zone de lavage. Tout ça pour éviter de contaminer, évidemment, le matériel qui sort des laveurs. Un conditionnement, donc c'est ce qu'on appelle un système de barrière stérile, donc en double emballage. Il y a toujours deux emballages sur un ancillaire. Le premier qui est au plus proche du DM, on appelle ça le système d'emballage, tout simplement. Et le deuxième emballage, on appelle ça l'emballage de protection. L'emballage de protection, il porte bien son nom. Il est principalement là pour protéger le premier emballage. C'est pour ça qu'on dit que quand on a un trou dans l'emballage de protection, mais que le système d'emballage est intègre, on peut complètement utiliser le matériel, il est stérile. Voilà, c'est vraiment, il porte son nom, c'est un emballage de protection.
L'objectif, donc, c'est 1, de permettre la stérilisation, 2, d'apporter une barrière microbienne, puisque une fois qu'on est passé à l'autoclave, on n'a pas envie de recontaminer le matériel, donc c'est cet emballage qui est garant de la stérilité. Et en dernier objectif, ça permet une présentation normalement aseptique des DM. Et bon, là, je crois qu'il y a une partie sur l'asepsie qui est vue après, donc ça sera certainement abordé à ce moment-là. Il est important de connaître à peu près les différents types de conditionnement et les indicateurs de passage associés. Le premier étant les containers. Donc, ce sont les grosses cuves métalliques dans lesquelles on trouve notamment les DM qui sont les plus lourds, type prothèse, où là, les indicateurs de passage sont les plombs et les filtres. Donc, les plombs, c'est ce qui permet de s'assurer que le conteneur n'a pas été ouvert. Évidemment, si un conteneur est ouvert, il n'est plus stérile. Donc, tant qu'il y a l'éclan, on est sûr que ça n'a pas été ouvert. Et au niveau des filtres aussi, il y a un indicateur de passage qui dépasse généralement du porte-filtre. Voilà, des petites zones roses qui deviennent noires après en sortie d'autoclave. Ça, c'est pour les containers. Pour les emballages pliés, donc qui sont NT, c'est-à-dire non tissés, pour tout ce qui est pull-up, LAL, on le retrouve à la clinique sur ce type d'ancillaire. C'est le scotch qui fait foi. Donc, le scotch qui permet de maintenir le pliage comme il faut et vert avant passage de l'autoclave. Il est noir en sortie d'autoclave. Donc là, la façon de plier, on a passage un pliage en enveloppe. C'est une façon très particulière de faire un pliage qui permet là aussi de garantir l'état stérile du DM qui est à l'intérieur. Ce n'est pas comme faire un papier cadeau, c'est un petit peu plus compliqué. Et le dernier type d'emballage, c'est les sachets et les gaines. Même principe sur les deux, il y a des indicateurs roses directement imprimés dessus, qui là aussi deviennent noirs en sortie d'autoclave. Voilà, ce sont les 3 types de conditionnement principaux qu'on retrouve dans toutes les ST. Ils doivent forcément être vérifiés avant utilisation d'un dispositif. Si jamais on voyait qu'un indicateur n'avait pas viré, il faudrait se poser la question de l'état stérile du produit à l'intérieur. Et parmi tous ces emballages, seul le container est réutilisable. Donc, les containers, une fois utilisés, passent aussi en cycle de laveur-désinfecteur, donc sont lavés, désinfectés, puis réutilisés. Voilà pour les conditionnements. Une fois qu'on a bien tout emballé, il est temps de l'envoyer au four, comme on aime à dire à la ST, donc dans l'autoclave, où on va pouvoir vraiment passer à la phase de stérilisation du matériel. Donc, un autoclave, ça fonctionne sur le principe de la stérilisation à la vapeur d'eau. Et je parle ici que des autoclaves à la vapeur d'eau. Je n'ai pas du tout abordé la stérilisation basse température qu'on commence à retrouver dans pas mal de stérilisations. On n'en a pas à la clinique du sport. C'est surtout pour du matériel type endoscope souple ou matériel d'instruments de robots chirurgicaux. Donc voilà, ça, c'est à part. Mais ce qu'on retrouve dans tous les établissements de santé quasiment, c'est les autoclaves à vapeur d'eau. L'avantage, c'est que c'est très facile à installer parce que c'est que de l'eau, grosso modo, et c'est très fiable. Un cycle de ST, je vous ai mis à quoi ça ressemblait. Grosso modo, il y a 3 phases, on va dire. Une phase de pré-traitement, la phase de stérilisation à proprement dite, et une phase de séchage et de retour à pression atmosphérique. Donc, dans la première phase, en fait, on va simplement évacuer l'air présent dans un autoclave et commencer à augmenter la température de l'ensemble de l'instrumentation présente dans l'autoclave. On évacue l'air parce que l'air diffuse très mal la chaleur. Or, c'est la chaleur qui va nous permettre de détruire les micro-organismes. Donc, il ne faut pas qu'il reste de poche d'air dans l'autoclave avant la phase de plateau de stérilisation. Donc, toute cette phase-là, on va faire des descentes dans le vide pour évacuer l'air et puis on va injecter de la vapeur, on va réévacuer, on réinjecte, on réévacue, etc. Ça permet d'enlever l'air petit à petit et de monter la température. Et vous voyez, on augmente tranquillement la température petit à petit jusqu'à atteindre 134 degrés pendant 18 minutes. Là, on joue sur une loi dite, sur la loi dite de Regnault, en fait, où, en fonction de la pression, l'eau ne va pas bouillir à 100 degrés. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on monte à 134 degrés. Et on dit que la limite de vie, c'est 110 degrés. Donc avec ce principe, on monte à 134 degrés, donc on sait qu'on peut tuer l'ensemble des micro-organismes qui sont présents sur l'instrumentation. Donc c'est en jouant sur la pression à l'intérieur de l'autoclave qu'on arrive à atteindre ce 134 degrés pour transformer l'eau en vapeur d'eau saturée. Donc en France, c'est 134 degrés pendant 18 minutes. La France est le seul pays qui a un plateau de stérilisation aussi long. La plupart des pays européens, c'est 5 minutes maximum. Donc, autant vous dire que nous, on a une assurance au niveau de la destruction des micro-organismes qui est plutôt très bonne.
Et ensuite, à la fin de cette phase, on redescend dans le vide pour évacuer toute la vapeur d'eau qui pourrait rester, puisque un matériel qui sort de l'autoclave ne doit pas être humide. S'il y a des restes d'humidité, on pourrait considérer qu'il est non stérile. Et on revient à pression atmosphérique pour pouvoir ouvrir en toute sécurité un autoclave. Je dis en toute sécurité parce que la conduite d'autoclave n'est pas confiée à tout le monde. Il faut avoir une formation à la conduite d'autoclave pour pouvoir manipuler ces équipements, puisque ce sont des équipements sous pression et que là aussi, ils sont réglementés avec des décrets, des arrêtés, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents à une époque où c'était moins contrôlé. En gros, c'est des cocottes minutes. Donc, s'il n'y a pas de soupape de sécurité, etc., ça peut exploser. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est confié à des agents qui ont une habilitation à la conduite d'autoclave. Pour être sûr qu'un autoclave fonctionne bien, ils sont très surveillés, puisque c'est quand même les garants de la stérilité du matériel. Donc déjà, on fait un test tous les jours avant de lancer un cycle instrument. On lance un cycle qu'on appelle de pénétration de la vapeur, qui permet de vérifier que la vapeur d'eau qu'on utilise pour stériliser se diffuse correctement. Donc elle va aller vraiment partout pour pouvoir détruire tous les micro-organismes. Donc ça, c'est tous les jours. Et on fait de façon hebdomadaire des tests d'étanchéité pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite au niveau des cycles. À cela, s'ajoute au minimum 2 maintenances par an, des contrôles réglementaires, donc des requalifications, des contrôles des équipements sous pression pour vérifier la sécurité, etc. Donc voilà, tout ça, c'est très suivi, ce qui nous permet de garantir qu'à la sortie de l'autoclave, on a du matériel stérile. C'est grâce à toute cette surveillance. Tous les cycles de ST, les paramètres sont contrôlés. Si il y a un seul paramètre qui ne respecte pas ce que dit la norme, le cycle est non validé et on doit restériliser l'ensemble de la charge. Voilà en gros pour le principe simple des autoclaves et de la stérilisation. Une fois que ça sort, que tout va bien, que notre matériel il n'est pas mouillé, les sachets n'ont pas explosé dans l'autoclave, tout va bien, on peut passer au stockage du matériel. Donc là, c'est pareil, un arsenal stérile, ce n'est pas une zone, c'est pas n'importe quel arsenal, il y a un traitement d'air. Là aussi, on est en ISO 8 afin de maîtriser l'environnement et de ne pas recontaminer le matériel. On n'est pas exposé à la lumière du soleil. Donc, il y a une belle vitre dans l'arsenal de la clinique du sport, mais il y a un filtre anti-UV par-dessus. Parce que la lumière du soleil pourrait abîmer sinon à la longue les emballages. Et on évite de gerber plus de 2 dispositifs médicaux l'un sur l'autre. Gerber, ça veut dire empiler les uns sur les autres le matériel. Normalement, c'est 2 maximum. Ça paraît logique parce que le poids peut clairement abîmer un emballage. Quand on manipule des dispositifs médicaux dans un arsenal, on évite de les tirer le long des étagères parce que des pieds pourraient abîmer le dessous de l'emballage. Donc, on les soulève, on les tient par-dessous et on essaye d'être assez logique. On ne met pas le plus fragile en dessous, on met le plus lourd en dessous, on met l'emballage le plus solide en dessous. Enfin, voilà, on essaye de garder une certaine logique de manipulation. Quand on a pris du matériel mais qu'on ne s'en est pas servi, il faut surtout jamais ranger dans un arsenal un ancillaire dont les plombs auraient été enlevés. Je parle des containers, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, si on enlève un plomb, on risque qu'au niveau des poignées, il y ait eu un mouvement et donc une intégration d'air dans le container, ce qui voudrait dire qu'il est non stérile ensuite. Même principe, quand c'est du scotch qui garantit l'état stérile, si le scotch a été décollé, on ne le rerange pas, on ramène tout ça au personnel de stérilisation qui va se charger de le restériliser. Si ça a été taché ou sali, même chose, notamment sur les sachets qui sont en papier, en fibre de papier. Si le papier a été imbibé de produits, l'humidité fait qu'on ne peut plus garantir l'état stérile du sachet. Donc là, c'est pareil, on rouvre et on restérilise. On ne se sert pas d'un matériel qui sort juste de l'autoclave s'il n'est pas étiqueté ou validé par un agent de C, parce que là encore, ce sont les seuls garants de l'état stérile, de la validation des paramètres, de la libération paramétrique d'une charge et de la libération physique de la charge. Il y a tout un tas de critères à vérifier. Donc, on ne se sert que s'il y a une étiquette définitive. L'étiquette définitive est la garante de l'état stérile validé par un agent de stérilisation. Donc, il faut toujours vérifier sa présence et dessus, vous avez toutes les indications nécessaires. La date de péremption, le numéro de cycle, le numéro de l'autoclave, etc. Évidemment, on ne bip pas quand on utilise du matériel, enfin sur une intervention, on ne bip que le matériel qu'on utilise, puisque là aussi, on a une demande de traçabilité qui est très forte au niveau des normes, où on est censé pouvoir retrouver tout le matériel utilisé sur un patient. Et si on bip quelque chose qui n'a pas été utilisé, on fausse la traçabilité.
Même chose si on ne bip pas quelque chose qui a été utilisé, on fausse la traçabilité. Au niveau des instruments chirurgicaux, alors je ne vais pas en parler longtemps, ce sont des instruments réutilisables de classe 1. Donc, ça veut dire que le marquage CE est apposé par le fabricant. Donc, c'est eux qui garantissent en fait la sécurité, la qualité et la conception de leurs instruments chirurgicaux. Quasiment exclusivement, enfin même exclusivement, tout ce qui est réutilisable et qui passe en CT, c'est métallique et c'est de l'acier inoxydable. On peut retrouver un petit peu de plastique ou de l'alu, etc. pour ce qui est container ou pour ce qui est manche d'instrumentation. Il faut savoir que donc, la principale cause de détérioration, c'est la corrosion. Donc, la corrosion, c'est l'interaction entre le métal et son milieu environnant. Et j'en parlais tout à l'heure parce que la bétanine, notamment, les produits de ce genre peuvent en fait altérer la couche passive des instruments chirurgicaux qui les protègent. En fait, il y a une couche passive et c'est cette couche, une fois qu'elle est agressée, qui va faire que l'instrument va rouiller ou en tout cas va se corroder. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Pour vérifier qu'ils sont corrects, en fait, il y a un contrôle visuel à chaque passage. On vérifie qu'ils ne sont pas piqués, etc. Et on les lubrifie si nécessaire. En dernier point que je voulais aborder, mais pas des moindres, c'est le cas des ATMC. Les ATMC, c'est les agents transmissibles non conventionnels. Ça concerne tout ce qu'on appelle les prions et qui sont des protéines. Ce ne sont pas des virus, ce ne sont pas des bactéries, ce sont des protéines. Alors, aujourd'hui, grosso modo, ça concerne quasiment c'est la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et malheureusement, ces protéines ne sont pas détruites avec un cycle de stérilisation classique dont je viens de vous parler. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'identifier les interventions ou les patients qui sont susceptibles d'être à risque ATNC. J'ai remis le tableau en bas, en fait, qui explique en termes de chirurgie, il y a des actes à risque et il y a des actes non à risque. Dans les actes à risque vis-à-vis des ATNC, on retrouve notamment l'ORL, l'ophtalmo ou tout ce qui touche le système nerveux central. L'orthopédie n'est pas un acte à risque vis-à-vis des ATNC. C'est plutôt une bonne chose pour la clinique du sport. Par contre, on fait du rachis. Et lors des interventions de rachis, quand il y a brèche de la dure-mère, alors l'acte passe à risque vis-à-vis des ATNC. C'est pour ça que c'est très, très important de signaler toute brèche de la dure-mère et de le signaler sur la prédésinfection quand vous êtes en salle de bloc. En plus de ça, non seulement l'acte chirurgical peut être à risque, mais le patient, lui aussi, il faut s'intéresser au patient parce qu'un patient peut être suspect ou atteint, ou ni suspect ni atteint, ce qui est le meilleur des cas. Si le patient est ni suspect ni atteint, si l'acte est à risque, alors le matériel doit tout de même subir un traitement spécial qui permet d'inactiver la protéine. On parle bien d'inactivation, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas la détruire. On l'inactive seulement, on fait une activation totale de cette protéine. Si on était sur une intervention à risque, donc par exemple chez nous, une brèche de la dure-mère, sur un patient qui était suspect, alors le matériel devrait être séquestré. C'est-à-dire que sur un double risque comme ça, le patient et l'intervention, on ne prend pas le risque de réutiliser le matériel derrière. Le matériel est séquestré à vie. Donc voilà, il faut vraiment, vraiment éviter ce cas-là. Et il faut vraiment renseigner, enfin, ce n'est pas anodin qu'on insiste sur ces informations-là. C'est important pour appliquer le bon traitement derrière. C'est pour ça que je vais rebondir dessus quand on est au rachis. Les patients, notamment, sur Mediboard, il est bien spécifié en dessous du nom si le patient est ni suspect ou ni atteint d'ATNC. Déjà, il y a déjà cette petite info qui est pour nous, au niveau infirmier en salle, s'il y a brèche, on sait déjà que par rapport à la stérilisation au personnel, que le patient n'est ni atteint et donc il y aura donc une procédure à faire et ils seront laquelle attribuer. On ne sera pas dans la recherche de savoir s'il est atteint ou pas. Et de plus, il faut savoir, c'est qu'on pourrait se dire, nous, dans nos Mediboard, dans la page forum, il y a écrit, il y a brèche de la dure-mère ou pas. Nous, s'il n'y en a pas, on va dire non, il n'y en a pas. Mais il faut savoir que le personnel de la ST n'a pas Mediboard. Donc, on est obligé de le dire sur Satis, dans les infos complémentaires, et après de cocher sur la procédure à adapter par rapport à la brèche ou pas brèche sur l'intervention qui aurait eu lieu. Donc ça, c'est très important aussi de le signaler. On le met par écrit sur Mediboard,
sur le dossier patient, mais il est aussi explicité sur le SATIS au niveau du logiciel pour que le personnel de ST le sache. Voilà. Tout à fait. Donc, et pour comme qu'on ça, puisse tout adapter est… le traitement. Ouais. En l'occurrence, Voilà. nous, le traitement dit prionicide est fait en laveur désinfecteur, mais avec un cycle particulier, un cycle dit prion. Donc, il faut absolument que le matériel passe dans ce cycle si jamais il est concerné par la procédure. Donc, voilà, il faut le signaler de la façon dont vient d'expliquer Françoise. Okay, exactement. Donc, voilà pour la présentation de la stérilisation de façon, on va dire, simple et rapide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, derrière, c'était le QCM. Ouais. Après, on peut peut-être dire aussi au niveau des conteneurs, la péremption, la durée est à 3 mois. Tout à fait. La péremption actuellement des conteneurs est à 3 mois contre 6 mois contre le reste de… Voilà. Ouais. Donc ça, il faut le savoir aussi. Après, c'est pareil, c'est toujours bien marqué sur l'étiquette définitive. Mais voilà. Effectivement… Donc, après avoir… Et aussi, on disait pour la quarantaine, quand on parlait justement que pour les patients qui étaient suspects ou atteints donc, au niveau des ATNC, que donc, le matériel il était jeté. On parlait de quarantaine à un moment donné. Quand on a parlé précédemment ensemble, Mélanie, il faut bien spécifier aux gens que le matériel il sera jeté. Quoi. En fait, on parle de patients suspects ou atteints parce qu'en fait, on n'est jamais sûr qu'un patient est atteint de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. On peut le vérifier qu'en fait, à la mort du patient, il va y avoir une biopsie au niveau du patient. Si la biopsie confirme qu'il y avait bien prion, alors le matériel sera brûlé, jeté et ne sera jamais réutilisé. Voilà. Si à la mort du patient, en fait, on s'avérait que ce n'était pas un prion, alors le matériel pourrait être réutilisé. Mais tant que le patient n'est pas mort, on ne lui souhaite pas, le matériel est séquestré parce qu'on sera toujours dans le doute qu'effectivement, ce patient était bien atteint du ATNC. Donc, quand on parle de séquestration, ce n'est pas une durée dans le temps, c'est jusqu'à la mort du patient. Pardon, Mélanie. Les dates de péremption, c'est nous qui les choisissons en fonction de critères, non? Tout à fait. En fait, il y a un tableau qui permet une cotation de la péremption. Donc, ça va être par rapport à tes locaux, par rapport à quel emballage tu utilises, si tu en mets un, deux. Enfin, il y a tout un tableau qui te donne une note. Et en fonction de la note que tu obtiens, tu as ta durée de péremption qui est déterminée. Merci. J'ai une question quant à… J'ai bien compris que le processus de stérilisation, c'était une probabilité d'être stérile. Ouais. Vous dites que c'est un processus industriel où en fait on essaye de reproduire et d'enregistrer des paramètres qui permettent d'être sûr d'être dans le couloir de ce qu'on demande. Ça veut dire qu'à la clinique, il n'y a jamais de prélèvement de ce qu'on a stérilisé. Ça, c'est pas demandé. Exactement. Ni à la clinique, ni dans aucun autre établissement de santé. Ça se fait beaucoup dans l'industrie, mais pas en établissement de santé. Tout à fait. On fait pas de… À partir du moment où on rouvre un ancillaire, on le contamine. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contrôle de produit fini au sens où on ouvre et on essaye de faire un prélèvement dessus. Mais c'est important parce qu'on aura d'autres sessions, notamment sur la partie anesthésie, où on discutera peut-être un peu d'antibioprophylaxie. Mais c'est pour expliquer que malgré tout ce qu'on met en œuvre, on n'est pas dans une stérilité absolue de nos instruments. Et bon, alors, ce n'est pas au sujet cette année, mais peut-être qu'on pourra rajouter ça l'année prochaine sur la stérilisation des implants, par exemple, parce que ça, c'est très intéressant aussi. Voilà, alors en industrie, ça n'a rien à voir. Hein. Là, déjà, ils ne font pas de la stérilisation à vapeur d'eau. Généralement, c'est de l'oxyde d'éthylène. Et par contre, en industrie, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'ils font des contrôles de produits finis. Et puis, on en reparlera peut-être aussi quand on parlera des allogreffes, parce que là aussi, la façon dont c'est préparé, c'est un petit peu différent. Et là, on contrôle effectivement la qualité et on fait des prélèvements pour être sûr de ce qui a été fait. Alors après, pour rassurer quand même au niveau de la stérilisation, non seulement les autoclaves ont leur propre sonde qui permet de contrôler les paramètres, mais en plus de ces sondes, nous, on a une supervision, donc on a d'autres sondes qui viennent elles aussi contrôler tous les paramètres lors de la charge. Donc, on sait que ce qui se passe à l'intérieur, tout se passe bien. Et s'il y a le moindre doute, tout est refait. Donc, certes, on n'atteint pas, on ne pourra jamais dire qu'on a 0 micro-organisme. Enfin, la qualité de l'état stérile qu'on obtient est quand même très forte. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une chance sur 1 million. On dit que la probabilité d'être non stérile est inférieure à 1 million.
Voilà. Donc, comme on fait à peu près 10 000 interventions par an, On est large. ça fait une infection liée à ce risque tous les 100 ans. Non, je serai à la retraite avant, ça me va. Bon, très bien, moi aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette présentation qui était extrêmement claire? Moi, je vous félicite pour la qualité de la présentation. C'est Merci toutes les beaucoup. semaines de plus en plus sympa de voir que quand les gens parlent des sujets qu'ils maîtrisent bien, on arrive à comprendre des choses qui peuvent nous paraître un peu obtus comme ça. Et puis, c'est très intéressant de voir toutes les perspectives que vous n'avez pas détaillées, mais le fait que le produit fini est le résultat de toute la chaîne à partir du moment où on remet les instruments sur la table, même, je dirais même pendant l'opération, le fait d'entretenir ces instruments propres, ce qu'on fait moins aujourd'hui. Quand on a appris la chirurgie autrefois, on nous apprenait le no touch, il fallait absolument pas que les instruments aient une goutte de sang dessus. Ça a un peu changé ça, mais ça gardera une certaine logique de garder ces tables bien propres et les instruments bien nettoyés au cours de l'intervention pour le malade, mais aussi pour faciliter le travail après. Vous avez raison de le resignaler, c'est vraiment toute une chaîne. La stérilisation, c'est une chaîne. C'est du début, c'est depuis le bloc opératoire jusqu'à la sortie de l'autoclave. C'est un process complet. Est-ce que vous avez une idée du nombre d'accidents d'exposition au sang des personnes qui travaillent à la clinique à l'occasion de ce nettoyage du matériel? Combien par an vous faites de déclarations d'exposition? Ouais, heureusement, j'ai jamais eu plus de 3 à l'année. Mais là, j'en ai eu une en fin d'année dernière. J'en avais eu, ouais, ça m'arrive d'en avoir au moins 1 ou 2 par an quand même. Elles sont très vigilantes, mais malheureusement, les accidents arrivent. Ok. Mais je pense que la checklist qu'on fait à la fin, j'insiste d'ailleurs là-dessus, je crois qu'il faut faire la checklist de fin de façon très rigoureuse parce que ça permet de vérifier qu'on n'a pas laissé de coupants et de tranchants ni dans les bacs, ni dans les poubelles, ce qui doit limiter ce risque. On n'a pas beaucoup d'accidents. Tout à fait. On n'a pas beaucoup d'accidents, mais c'est très régulier qu'on ait des aiguilles, des lames. Ça, voilà, c'est malheureusement ça, c'est au moins toutes les semaines, on va en avoir au moins un, quoi. Donc ça, c'est une responsabilité collective qu'on a, de bien vérifier ça, de bien se le rappeler entre nous, de le rappeler à ceux qui débutent aussi, parce que ils ne peuvent pas penser à tout dès le début, mais à ceux qui sont plus anciens. Enfin, voilà, il faut un partage d'expérience. Puis Nicolas disait que la stérilisation et Mélanie disait que la stérilisation était une chaîne. Mais le travail à la clinique, c'est une chaîne. On dépend tous les uns des autres. C'est à la fois formidable et euh, très important et un petit peu stressant. Il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible, quoi. Il faut que tout le monde fasse bien son travail, chacun à sa place. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'excellence. Je ne l'ai pas dit, mais ça me paraît important. Juste pour information, il faut au moins 4 heures de temps entre le moment où on récupère le matériel à la sté et le moment où on va pouvoir le ressortir de l'autoclave. De 4 heures de temps, c'est long. Donc, c'est vrai que quand il y a de l'urgence, faut se rappeler que l'urgence en stérilisation, c'est très relatif. Ok, je vous propose de peut-être faire le QCM pour qu'on reste un peu dans les temps classiques. Alors, est-ce que vous pouvez, comme vous êtes sur la présentation, vous peut-être rester… Oui, si je passe à la page d'après, j'avais la première question. Je ne sais pas si… Comme ça? OK. Donc, la première question, c'est… Ah, pardon, allez-y. Non, je vous laisse lire. Quel est l'objectif premier et impératif de la pré-désinfection? Donc, A, diminuer le taux de micro-organismes. B, faciliter le lavage ultérieur. Ou C, empêcher le séchage des souillures. Bonsoir, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est Manon. On ne peut pas répondre au questionnaire. Donc, est-ce qu'on on peut répond à vive voix ou pas? C'est celui de ma présentation. Je pense qu'il doit y avoir un autre questionnaire à lancer pour pouvoir répondre, non? Alors, normalement, on doit avoir un sondage quiz. Alors, j'arrête mon partage. Je ne sais pas s'il est activé.
On l'a mis Il faut peut-être que vous activiez voilà. le sondage quiz. Ah, là, c'est bon. Ouais, C'est bon. C'est tout bon. Donc, je pense que on peut faire voter. Ouais. Vous voyez les résultats en même temps? Ouais. Alors, moi, je ne vois pas le résultat. Enfin, je connais les réponses, ça va, mais… On laisse voter encore un peu, puis je vais vous dire et vous allez nous corriger. Moi, je l'ai devant les yeux. Ça marche. C'est super, j'ai l'impression d'être au poste de commande. C'est incroyable cette affaire. Alors, C'est où? ont répondu 12 personnes sur 12, donc c'est bon. 38% de réponses diminuer le taux de micro-organismes. 38% pour faciliter le lavage ultérieur et 100% pour empêcher le séchage des souillures. Donc, la réponse qui était demandée, c'est effectivement empêcher le… Alors, les 3 réponses sont vraies. La prédésinfection sert à ça. Mais le but, la première raison, et ce qui est impératif, c'est d'éviter le séchage des souillures, effectivement. Ok, ça s'affiche pour vous, non là, Oui, ça s'affiche. Ouais, je vais voir, ouais. Donc, on va arrêter le partage. Parfait. Il y avait une deuxième question. On va la mettre. Il y en a 4. Ouais. Donc, je vous laisse lire ou vous Mais je ne la vois pas là. Alors, c'était emballage et DM. Si l'emballage de protection est percé, mais pas le système d'emballage, est-ce que je peux utiliser le DM? Un choix unique, vrai ou faux? Là, c'est assez facile. On va lancer. Alors, Vous voyez ou pas? Oui. Ok. Ça va te faire fort. Allez, on va mettre fin au vote. On est à 30 secondes. Il reste une question, une personne qui n'a pas voté. Ah. Impeccable. Alors, partagez les résultats. Ah, une personne a mis faux, mais c'est vrai. Bon, Comme je le disais, l'emballage de protection porte bien son nom. Il n'est là que pour protéger le système d'emballage. Donc, si l'emballage de protection est percé, mais pas le système d'emballage, le matériel est tout de même stérile et peut être utilisé. Bon, impeccable. Donc, il y a une personne qui a un doigt qui est trop gros et qui n'a pas réussi à faire la bonne touche. La question suivante, personnel et autoclave. Tout personnel d'un établissement de santé peut manipuler les autoclaves. Vrai ou faux? Choix unique. Ça ne peut pas être vrai et faux à la fois. C'est bien ça. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il y a 13 votants et 14, celui qui avait les gros doigts la dernière fois. C'est bien compris. Et c'est un plébiscite, un vote soviétique. C'est bien faux. Effectivement, je pense avoir bien insisté dessus. Donc, on a bien compris qu'il y avait des pilotes en stérilisation. Exactement. Hop. Et puis, la dernière question. Donc, ça, c'était partagé, c'est ça. Dernière question, HIV et ATNC. Je vous laisse prendre connaissance et voter. Un patient HIV doit être signalé comme à risque ATNC. Vrai ou faux? Je me demande s'il n'y a pas un piège dans cette affaire. Et bien voilà, tout le monde a voté, donc on va regarder le résultat. Donc, une personne a mis vrai, mais c'était bien faux. HIV, c'est ni plus ni moins qu'un virus classique qui ne résiste pas à l'autoclave. Donc, il n'y a que les protéines et les prions qui sont concernés. Et donc, à aujourd'hui, on considère que la maladie de Creutzfeldt-Jakob comme un ATNC. Donc, un patient HIV n'a pas besoin d'être déclaré comme un risque ATNC. Et on peut dire la même chose pour un patient Covid alors. Un patient Covid ou un patient hépatite, un patient tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. L'autoclave, ça tue tout. Bon, mais on n'aurait pas inventé un traitement, là? On peut
essayer. Vous tentez l'expérience. Ouais. Oui, je vous rappelle qu'il y a un président américain très célèbre qui a dit qu'il fallait se désinfecter les bronches avec Oui, c'est vrai. Ouais. Javel, mais bon, je vous conseille Ah, pas. Parfait, ben, merci pour ce questionnaire, merci pour cette session. Pour rester tout à fait dans les temps, même si on a dépassé un peu ce soir, mais je crois que le sujet était vraiment très intéressant. Ben, je vous remercie de la qualité de la présentation, de la participation. On voit que ça s'aligne de plus en plus. Il y a de plus en plus de visages qui apparaissent. Il y a un taux de votants à 100%. Donc, on se retrouve avec plaisir pour la prochaine session et bien sûr avec plaisir au bloc opératoire dès demain pour les plus chanceux et les plus chanceux. Merci à tous. Merci Merci. pour Bonne votre soirée, temps. merci. Bonne soirée. Merci. Merci à beaucoup. tous. Bonne Bonne soirée. soirée. Merci.